sous la lumière mourante d'un coucher de soleil provençal, Léo Dubois se trouvait dans sa vieille grange, la main posée sur l'encolure de son unique jument restante, Tempête, le dernier actif de prix de son exploitation agricole familiale vacillante. L'air embaumait le foin coupé et la terre chaude, une fragrance qui, jadis réconfortante, lui paraissait désormais chargée d'une amère mélancolie. C'est à cet instant qu'une étrangère détrempée par une averse surgit à sa porte, en quête d'un refuge et d'une monture. Son réflexe d'hospitalité l'emporta sur son désespoir. Ce qu'il ignorait, c'est que cette femme énigmatique, Chloé Durand, n'était pas une simple touriste égarée. Elle était une milliardaire de la tech, ayant renoncé à son empire de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour trouver une forme d'authenticité dans un univers de faux-semblants. En découvrant sa générosité spontanée et en étant témoin de la noble simplicité de son existence laborieuse, elle perçoit l'opportunité d'acquérir une chose que toute sa fortune ne saurait acheter. Cependant, quand la vérité sur son identité se fait jour, leur connexion naissante doit affronter son test ultime. Un amour sincère peut-il perdurer quand il repose sur un secret? Et l'orgueil de Léo lui permettra-t-il d'admettre que la femme pour qui son cœur bat pourrait également être la bouée de sauvetage de sa ferme? Ce récit touchant explore comment la véritable richesse ne se chiffre ni en terre ni en possession, mais dans l'audace de se montrer vulnérable et la résolution de croire en l'amour. Les premiers rayons du soleil étiraient de longues ombres sur la ferme du bois en Provence, tandis que Léo faisait sa ronde coutumière. Le sol, assoupli par la pluie, marquait profondément le passage de ses bottes. Tempête, sa jument noire adorée, émit un doux hennissement quand il s'approcha de son box, son haleine chaude formant un nuage dans l'air frais de Provence. Il appuya son front contre le sien, s'imprégnant de ce parfum familier de paille et de cheval qui avait bercé son enfance. « Il ne reste plus que nous deux, ma grande » souffla-t-il, saisissant l'étrille. Le mouvement cadencé de la brosse sur le pelage de Tempête apaisait son esprit agité, sans toutefois parvenir à chasser l'image de l'alias de facture en attente dans la cuisine du mas. L'idée de devoir la vendre lui opprimait la poitrine, mais l'échéance fixée par la banque se rapprochait inexorablement, tel un front orageux. La ferme était dans la famille Dubois depuis 4 générations. Léo pouvait faire courir ses doigts sur les poutres en bois de la grange et y retrouver les marques gravées par son arrière-grand-père pour mesurer la croissance de chaque enfant élevé ici. Sa propre marque y était, à côté de celle de sa sœur Manon, les mesures précises de leur père inscrites dans le bois vieilli. À 32 ans, Léo était désormais le seul gardien de cet héritage ancestral, résolu à ne pas être celui par qui tout serait perdu. Les habitants du coin avaient assisté au lent déclin de la ferme du bois depuis la grande sécheresse, 3 ans auparavant. Le vieux Maurice Lefebvre, le fermier voisin, continuait d'apporter des gratins dauphinois, prétextant que sa femme cuisinait toujours en trop grande quantité. Léo savait bien que c'était leur manière délicate de lui venir en aide. La famille Martin, de la coopérative agricole, avait repoussé ses dettes à 2 reprises, leur bienveillance était une arme à double tranchant, à la fois un soulagement et une source d'humiliation. Chaque tâche matinale, dans sa routine immuable, ravivait en Léo la conscience de ce qu'il était sur le point de perdre. Le vieux tracteur sur lequel son père lui avait appris à conduire gisait, inerte, attendant des réparations inabordables. Le champ nord était en friche depuis que le système d'irrigation avait rendu l'âme la saison passée. Le mas lui-même, avec sa peinture qui s'écaillait et sa terrasse qui s'affaissait, semblait répéter les paroles de son grand-père, « La terre n'est fidèle qu'à ceux qui la soignent comme il se doit ». Il fit une pause près de la clôture, son regard balayant les collines ondoyantes de Provence qui constituaient son seul horizon. La brume du matin se dissipait, dévoilant des taches de verre où le blé d'hiver peinait à s'implanter. Il n'y a pas si longtemps, cette vue le gonflait de fierté et de sens. Aujourd'hui, il avait l'impression d'assister au lent déclin d'un être cher. Le crissement de pneus sur le gravier détourna son attention. La vieille Renault 4 fourgonnette de Manon apparut au bout du chemin, soulevant un nuage de poussière avant de s'immobiliser dans la cour. Sa sœur cadette, qui tenait de leur mère son sens pratique et sa chevelure bouclée, ne lui rendait jamais visite en semaine sans une raison précise. « Je t'ai amené un café crème », cria-t-elle en sortant de la voiture avec 2 gobelets fumants. Le vrai, du bistrot de Monique, pas ton infect café soluble. Léo prit le gobelet avec un hochement de tête reconnaissant, comprenant le geste conciliateur de sa sœur. Ils s'adossèrent à la barrière, reprenant une habitude d'enfance désormais chargée du poids des responsabilités d'adulte. « Il va falloir que tu étudies l'offre de M. Durand, lâcha finalement Manon, d'une voix douce mais déterminée. Le promoteur immobilier non. La réplique de Léo fut instantanée, sans appel.
je ne vendrai pas à des promoteurs pour qu'ils transforment cet endroit en un énième lotissement sans âme. Manon expira bruyamment, un soupir chargé d'exaspération et d'angoisse. Léo, ton entêtement ne sauvera pas la ferme. Papa n'aurait pas voulu que tu sombres avec le navire par simple orgueil. L'évocation de leur père le blessa. Pierre Dubois s'était éteint convaincu que la ferme continuerait de pourvoir aux besoins de ses enfants, comme elle l'avait toujours fait. Léo se demandait parfois si la connaissance de la vérité aurait rendu les derniers jours de son père plus pénibles ou plus sereins. Un hennissement joyeux de tempête les interrompit. La jument venait d'apercevoir la femme énigmatique de la veille qui sortait du gîte, ses vêtements de ville troqués contre un jean et une chemise en flanelle que Léo lui avait donnés. Il y avait quelque chose de familier en elle, sans qu'il puisse l'identifier. Peut-être cette assurance dans sa posture, si dissonante avec sa situation apparente. C'est qui ? S'enquit Manon, un sourcil levé. Une voyageuse qui cherchait un toit pour la nuit, répondit Léo, mais une inflexion dans sa voix poussa Manon à l'examiner plus attentivement. Elle m'a emprunté Tempête pour quelques jours. Pardon ? Le ton de Manon monta d'une octave. Léo, Tempête ? La seule chose qui ait encore de la valeur ici, et tu la confies à une parfaite inconnue ? Léo observait la femme s'approcher de l'enclos de Tempête. Elle se mouvait avec une aisance surprenante pour quelqu'un qui se disait novice en matière de ferme. La jument, d'ordinaire si réservée avec les étrangers, s'avança pour la saluer comme une vieille connaissance. Parfois, dit Léo d'une voix posée, il faut simplement se fier à son intuition. Il était incapable de l'expliquer, même à lui-même, mais aider cette femme mystérieuse lui semblait être la chose à faire, une action importante dont il ne saisissait pas toute la portée. Était-ce la pointe de tristesse qu'il avait décelée derrière son sourire, ou la manière dont elle avait contemplé la ferme, avec un étonnement sincère et non de la commisération ? Quoi qu'il en soit, pour la première fois depuis des mois, il se surprit à penser que le vent, peut-être, allait enfin tourner. 3 jours plus tôt, Chloé Durand contemplait Paris depuis les fenêtres panoramiques de son Penthouse. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, telles des étoiles échouées sur la terre. Sa tablette affichait les titres qui la poursuivaient depuis des semaines. Chloé Durand, la magnate de la tech, sur le point d'annoncer une fusion, la reine de la French Tech prépare la plus grosse transaction de sa carrière, l'héritage de Durand Tech, innovation ou reniement ? Le poids de son blazer griffé lui semblait insupportable. Elle l'ôta et le laissa choir sur un sofa d'un blanc immaculé, un meuble qu'elle n'avait pas choisi, livré avec l'existence soigneusement agencée autour de ses dizaines de milliards d'euros. Il était ironique de constater que pas un seul centime ne pouvait lui offrir ce qu'elle désirait ardemment, un regard qui verrait en elle autre chose qu'une opportunité financière. Son téléphone vibra à nouveau. Probablement Stéphane, son directeur financier, avec de nouvelles informations sur la fusion. Ou sa mère, lui rappelant le gala de bienfaisance où elle devait officialiser ses fiançailles avec Nicolas Lambert, l'investisseur en capital risque que sa famille lui avait plus ou moins imposé. Ce même Nicolas qui, lors de leur dernier dîner, n'avait parlé que de prévisions boursières et de stratégie de rachat. Chloé se rendit dans son bureau, où un mur entier était tapissé de ses couvertures de magazines, Forbes, Time, Fortune, ou Wired. Toutes présentaient la même image savamment étudiée, Chloé Durand, le génie qui avait fait de Durand Tech, une simple start-up, un géant mondial. Une coiffure impeccable, un sourire contrôlé, une allure à la fois assurée et accessible. Aucune de ces images ne traduisait le vide abyssal qu'elle ressentait. Elle alluma son ordinateur, ignorant la centaine de mails en attente pour se connecter à son serveur personnel. En quelques clics, elle vira une somme dérisoire sur un compte ouvert au nom de jeune fille de sa mère et réserva un vol pour la Provence sous ce même pseudonyme. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier avant de taper un bref message à son conseil d'administration, « Je prends 2 semaines de congé personnel. Toutes les négociations concernant la fusion sont mises en pause. Aucun autre commentaire ne sera fait. » La réaction fut instantanée. Son téléphone fut pris d'assaut par une avalanche d'appels et de messages. Les murs si solides de son existence se fissuraient, et pour la première fois depuis des années, Chloé éprouva une émotion brute. De la peur, certes, mais aussi une forme d'exaltation. Elle revêtit les habits les plus banals de sa garde-robe, un jean acheté il y a des lustres et jamais porté, un pull quelconque ayant miraculeusement échappé au tri régulier de son assistante. Dans son coffre, derrière les titres de propriété et les contrats constituant son empire, elle retrouva le seul souvenir qu'elle avait conservé de sa vie d'avant, une vieille photo de son père dans leur premier bureau minuscule. Il souriait, un sourire sincère et fier,
ses bras enlaçant une Chloé adolescente, le jour où leur première application avait connu le succès. « Pardon, papa » murmura-t-elle en caressant son visage sur le cliché. « Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais pour moi. » Son père était mort 5 ans plus tôt, lui léguant bien plus qu'une entreprise, un fardeau d'attente toujours plus lourd. Il avait souhaité sa réussite, bien sûr, mais avait-il souhaité cette vie-là? Une vie évaluée en cours d'action et en part de marché? Le trajet jusqu'à l'aéroport fut un brouillard. Elle avait abandonné son smartphone habituel pour un téléphone prépayé acheté en liquide. Son assistante devait être en train de s'apercevoir de son absence, alertant sans doute déjà la sécurité. Le lendemain, la nouvelle ferait les gros titres. Chloé Durand, la PDG la plus convoitée de la French Tech, s'était volatilisée. L'ironie de la situation était cruelle. Elle avait consacré sa vie à créer des technologies pour connecter les êtres humains, et pourtant, elle ne s'était jamais sentie aussi seule. Son application de rencontre avait formé des millions de couples, mais ses propres relations amoureuses n'étaient que des alliances stratégiques. Sa plateforme de médias sociaux célébrait l'authenticité, alors qu'elle-même avait oublié le goût d'un moment vécu sans calcul. Dans l'avion, Chloé regarda le littoral français s'effacer sous une mer de nuages. Un jeune couple assis en face attira son regard. Leur complicité, leurs rires étouffés, leurs gestes tendres. Depuis quand n'avait-elle pas été touchée de manière désintéressée? Même ces séances de massage mensuelles étaient devenues des occasions de réseautage, les masseurs tentant de lui vendre leur dernière idée de start-up. Elle avait choisi la Provence sur un coup de tête, en pointant un doigt au hasard sur une carte, comme une enfant. Elle savait seulement qu'elle avait un besoin vital d'un lieu authentique, loin de ce monde factice qui l'étouffait. La vieille Citroën 2CV de location était à l'opposé de ses voitures de luxe habituelles. L'orage l'avait surprise, la contraignant à quitter les grands axes pour s'aventurer sur des routes départementales sinueuses. Quand un éclair avait fait paniquer sa monture, la projetant dans la boue, elle avait cru son escapade terminée avant même d'avoir commencé. Puis elle avait aperçu les lumières de la ferme du bois. La silhouette de la vieille grange et le regard bienveillant du fermier qui lui avait ouvert la porte lui avaient paru plus vrais que tout ce qu'elle avait connu dans sa vie millimétrée. Et maintenant, vêtue d'habits d'emprunt qui sentaient bon la lavande, Chloé observait Léo Dubois s'occuper de son cheval. Chaque geste était dénué d'artifice, chaque action exempte de calcul. Quand il souriait à Tempête, ses yeux souriaient aussi, un abandon qu'elle s'était interdit sur les photos pour ne pas paraître trop vulnérable aux yeux du monde des affaires. L'absurdité de sa situation était flagrante. L'argent qu'elle allouait annuellement au séminaire de son entreprise suffirait à racheter cette ferme 10 fois. Elle pourrait faire appel aux meilleurs experts pour la restaurer, la doter des technologies agricoles les plus avancées, en faire un modèle de modernité. Mais en observant la détermination sereine de Léo, elle comprit qu'une telle démarche anéantirait l'essence même de ce lieu. Pour la première fois depuis une éternité, Chloé sentit le nœud qui lui serrait la gorge se dénouer. Ici, couverte de rosée matinale et de terre véritable, elle n'était pas Chloé Durand, la milliardaire et l'icône de la tech. Elle était simplement Chloé, une femme qui ignorait tout du pansage d'un cheval mais qui brûlait d'envie d'apprendre. Cette pensée fit naître sur ses lèvres un sourire authentique, un de ceux qui ne seraient jamais immortalisés en couverture d'un magazine, et qui n'en était que plus précieux. L'aube nimbait le ciel de nuances de rose quand Chloé quitta le gîte en retenant un bâillement. Adepte des grasses matinées, elle dont les réunions de conseil débutaient rarement avant 9 heures, avait été tirée du sommeil par les sons de la ferme en éveil. Le jean emprunté lui semblait raide, la chemise de flanelle rêche, et pourtant elle se sentait plus elle-même que dans n'importe laquelle de ses tenues de créateur. Léo était déjà dans la grange, sa voix douce portant dans le silence matinal tandis qu'il parlait à Tempête. Chloé s'attarda sur le seuil, s'imprégnant de la scène. Des faisceaux de lumière filtraient par les interstices du vieux bois, composant un tableau qu'aucun filtre Instagram ne saurait embellir. Debout? Lança Léo en levant la tête. Il était en train de curer le box de Tempête. Déjà fait ça, nettoyer un box? Chloé fit non de la tête, s'obligeant à l'honnêteté malgré son réflexe de toujours paraître compétente. Je n'ai jamais mis les pieds dans une ferme. À sa grande surprise, Léo n'afficha aucun jugement, seulement une lueur d'amusement. Il y a un début à tout. Tenez. Il lui passa une fourche. Regardez-moi faire. La tâche était plus ardue qu'elle ne l'imaginait. Au bout de quelques minutes, Chloé sentait ses bras endoloris et la sueur perler sous sa chemise d'emprunt. Mais il y avait une satisfaction certaine dans ce labeur physique et simple.
Pas de courriels urgents, pas d'actionnaire à rassurer, juste le but concret de rendre un lieu propre. Vous vous débrouillez bien, remarqua Léo en lui montrant comment répartir la paille fraîche. Leurs mains s'effleurèrent quand il rectifia sa prise sur l'outil, et Chloé sentit son cœur tressaillir. Depuis quand n'avait-elle pas été touchée sans calcul? La matinée s'écoula au rythme des enseignements de Léo. Il lui apprit à ramasser les œufs dans le poulailler, chaque coquille chaude une petite merveille dans ses mains novices. Ils donnèrent à manger au peu de bétail qu'il lui restait, et Chloé fut séduite par leurs grands yeux doux et leurs meuglements insistants. « Pourquoi continuez-vous » demanda-t-elle alors qu'il portait des seaux d'eau aux abreuvoirs. « Quand tout semble si difficile ?» Léo garda le silence un instant, son allure égale malgré le poids des seaux. « Il y a des choses pour lesquelles ça vaut le coup de se battre, dit-il enfin. Cette terre, ce n'est pas juste de la boue et de l'herbe. Ce sont des générations d'histoires, de vies entières, de rêves. Ça n'a pas de prix. » Ces paroles la touchèrent plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Dans son univers, chaque chose avait un prix, chaque décision était soupesée à l'aune des profits et des parts de marché. Ici, elle découvrait une valeur que ni les tableurs ni les algorithmes ne pouvaient saisir. Au fil des heures, Chloé s'attacha à des détails chez Léo qui la fascinaient, la douceur de ses mains burinées au contact des animaux, les petites rides qui se formaient au coin de ses yeux quand son sourire était sincère, l'assurance tranquille de ses gestes, si loin de l'arrogance calculée des hommes de la French Tech. « Vous faites mieux que la plupart des gens de la ville, » lui dit-il à la fin des corvées matinales. Beaucoup auraient jeté l'éponge après la première brouette de fumier. Chloé éclata d'un rire franc qui la surprit elle-même par sa légèreté. « J'avais peut-être besoin de changement. » Elle contempla ses vêtements crottés et ses mains sales. « Même si j'avoue que le changement est radical. »« Ce sont souvent les meilleurs, » répliqua Léo. Leurs regards se fixèrent l'un l'autre, un instant suspendus, un peu plus longtemps que la bienséance ne l'exigeait. Dans cet échange muet, Chloé ressentit une joie oubliée, celle d'être vue pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle représentait. La cloche du déjeuner, actionnée depuis le mas, rompit le charme. En marchant vers la maison, Chloé sentit la courbature dans ses muscles, vit le désordre de ses cheveux et devina l'état de sa manucure. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, elle s'en moquait éperdument. Les jours qui suivirent s'écoulèrent selon une routine étonnamment réconfortante pour Chloé. Chaque aube apportait son lot de nouvelles tâches, de nouvelles connaissances, et un sentiment de compétence qu'elle ne s'attendait pas à éprouver. Léo s'avéra un mentor patient, dont les instructions calmes l'aidaient à apprivoiser cet univers inconnu avec une assurance grandissante. « Vous avez un lien particulier avec Tempête », lui fit-il remarquer un après-midi, alors qu'elle brossait la robe de la jument. L'animal, en effet, s'était pris d'affection pour elle, hennissant doucement à son approche. Léo ignorait que Chloé consacrait ses pauses déjeuner à visionner des tutoriels sur YouTube sur les soins équins, bien décidée à être à la hauteur de la confiance de cet animal qui était devenu son premier véritable ami en ces lieux. Mais tandis que Chloé reprenait pied, elle ne pouvait ignorer le fardeau qui semblait peser de plus en plus lourd sur les épaules de Léo. Le facteur apportait chaque jour son lot de lettres à en-tête de banque, et à chaque fois, la mâchoire de Léo se contractait. Elle le voyait renoncer à son déjeuner pour s'acharner sur une pièce de machinerie antique, les mains fermes mais le regard soucieux. Dans un petit village, les nouvelles vont vite. Chloé surprit des conversations à mi-voix à l'épicerie. Le pauvre Léo Dubois, confiait la caissière à une cliente. La banque ne lui laisse plus beaucoup de temps. C'est bien triste pour la ferme des Dubois, elle est là depuis des lustres. Les agriculteurs du coin qui passaient devant la propriété la dévisageaient avec un mélange de compassion et de curiosité. Certains, comme le vieux Maurice Lefebvre, apportaient des gratins dauphinois et proposaient leur aide. D'autres ralentissaient, se demandant sans doute combien de temps il faudrait avant que la terre ne soit à vendre. Chloé passait ses nuits à retourner le problème dans sa tête, son esprit d'ingénieur cherchant des solutions. Elle voyait le potentiel latent de la ferme, la terre fertile propice à des cultures de niche, la beauté du paysage qui pourrait attirer un tourisme rural, les possibilités d'une agriculture durable éligible à des subventions. La femme d'affaires en elle brûlait d'intervenir, mais l'amie qu'elle devenait savait qu'une offre d'aide financière directe serait une offense à la fierté de Léo. Un matin, alors qu'elle l'aidait à réparer une clôture, Chloé vit une berline lustrée s'arrêter devant le mas. À travers le nuage de poussière, elle reconnut le genre de voiture affectionnée par les cadres bancaires. Le visage de Léo se ferma tandis qu'il marchait vers la maison, les épaules droites, comme un homme se préparant à recevoir un coup.
Mademoiselle Durand? Une voix fluette la tira de ses sombres pensées. C'était Clara Lefèvre, la petite fille de Maurice, qui lui tendait un panier d'œufs. Papa m'a dit de vous les apporter. Vous comptez rester? Tout le monde au village se pose la question. Les nouveaux ne restent jamais. La question l'a pris de court. Est-ce qu'elle comptait rester? La moitié de ses 2 semaines de congé était déjà passée. Son conseil d'administration devait être au bord de l'implosion, la fusion en suspens. Pourtant, l'idée de réintégrer sa vie d'avant lui paraissait de plus en plus absurde. Je ne sais pas, répondit-elle sincèrement, en regardant Léo entrer dans la maison avec le banquier. Mais j'aimerais. Le soir, elle trouva Léo assis sur les marches de la terrasse, le regard perdu dans le crépuscule qui tombait sur ses terres. Elle s'assit près de lui sans un mot, leurs épaules se frôlant. Le silence qui s'installa entre eux était chargé d'une compréhension mutuelle. La banque me donne 30 jours, dit-il enfin, la voix éraillée. Après, c'est la saisie. Le cœur de Chloé se contracta. Elle pouvait régler ce problème en un seul coup de fil. Mais ce faisant, elle anéantirait le lien authentique qu'ils avaient noué. Pour la première fois de sa vie, sa fortune lui apparaissait comme une malédiction. On va trouver une solution, dit-elle doucement, surprise par sa propre conviction. Léo se tourna vers elle. Dans la pénombre, elle vit son expression changer. Une lueur d'espoir, peut-être, ou la conscience de quelque chose de plus profond qui s'épanouissait entre eux. Le marché des producteurs locaux vibrait d'une joyeuse effervescence. Chloé aidait Léo à arranger leur modeste étal. Ils avaient apporté leurs derniers légumes d'hiver et quelques œufs frais, mais Chloé savait que les quelques euros récoltés ne changeraient rien à la situation de la ferme. Ses doigts la brûlaient de prendre son téléphone et de passer les appels qui mettraient fin à ce calvaire. Au lieu de cela, elle aligna méticuleusement des carottes, observant Léo échanger avec ses voisins. Les Dubois ont toujours eu les meilleurs produits, déclara une vieille dame en pesant leurs légumes. Mon Henri, paix à son âme, ne jurait que par les tomates de votre père, Léo. Elle prit quelques légumes et insista pour payer le prix fort, refusant la réduction que Léo tentait de lui offrir. Chloé remarqua que beaucoup d'autres agissaient de même, de petits gestes de solidarité d'une communauté qui se serrait les coudes. Au fil de la matinée, Chloé fut entraînée dans de multiples conversations, découvrant le tissu complexe des relations qui unissaient ce petit village. Ici, les affaires ne se concluaient pas par des courriels et des visioconférences, mais par des poignées de main et des anecdotes partagées. Chaque vente était accompagnée d'un fragment de vie, d'un lien humain qui rendait son propre monde d'interaction numérique terriblement fade. Vous avez le sens des affaires, lui glissa Léo lors d'une accalmie, l'ayant observé conclure un accord avec un restaurateur pour une livraison hebdomadaire d'œufs. Où avez-vous appris ça? La question la fit tressaillir. Oh, une expérience professionnelle passée, parvint-elle à articuler, le demi-mensonge lui laissant un goût amer. Le poids de son secret s'alourdissait de jour en jour. Elle avait vu son visage dans la section économique des journaux régionaux, les rumeurs sur sa disparition devenaient de plus en plus folles. Sur le chemin du retour, un silence complice s'installa dans la voiture. Tempête les accueillit par des hennissements de joie, et Chloé ressentit cette chaleur familière d'être reconnue et appréciée pour ce qu'elle était, indépendamment de sa fortune ou de son statut. Elle suivit Léo jusqu'à la grange pour décharger la camionnette. « Parlez-moi de votre père » demanda-t-elle doucement, se remémorant les éloges des gens du marché. « Comment était-il » Léo s'interrompit, s'adossant à un poteau en bois. La lumière de fin d'après-midi qui filtrait par les lattes de la grange dessinait de longues ombres sur son visage. Il était authentique. Il n'a jamais cherché à être autre chose que lui-même. Il m'a appris que la terre se moque des apparences. Elle ne répond qu'au travail honnête et aux soins sincères. Ces mots la touchèrent droit au cœur. Et il adorait l'agriculture, malgré les difficultés. Il disait que cultiver la terre n'est pas un métier, c'est un dialogue avec la nature. Chaque saison a quelque chose à t'apprendre, si tu prends le temps d'écouter. Personne n'écoutait mieux que lui. Chloé songea à son propre père, à son rêve de créer une technologie qui rapprocherait les gens. Comment ce rêve s'était-il mué en la machine corporative qu'elle pilotait aujourd'hui? Mon père, commença-t-elle avant de se raviser. J'imagine qu'il est difficile de succéder à un tel homme. Léo lui jeta un regard intrigué mais ne la pressa pas de questions. Il la mena plutôt au box de Tempête, qui dégustait son foin du soir. Envie d'apprendre autre chose?
Il est temps que vous appreniez à monter à cheval correctement, puisque vous l'avez emprunté. L'heure qui suivit fut un mélange d'apprentissage et de rire. Léo lui enseigna les rudiments de l'équitation. Chloé, habituée à dompter des systèmes technologiques d'une complexité inouïe, se sentit humble face au défi de communiquer avec un animal de 500 kilos. Mais il y avait une joie dans cet effort, dans l'apprentissage de quelque chose qui ne pouvait être ni acheté ni accéléré. Vous analysez trop, lui lança Léo du centre du paddock. Laissez-vous porter par le rythme. Faites-lui confiance. Le mot « confiance » résonna en elle tandis que Tempête commençait à répondre à ses commandes hésitantes. La confiance. C'était ce qui manquait cruellement à sa vie d'avant, où chaque interaction était un calcul, chaque relation une manœuvre stratégique. Ici, la confiance était une nécessité vitale. Confiance en sa monture, en la météo, en la promesse des semences. Au crépuscule, ils s'assirent sur la clôture du paddock, partageant un thermos de café. Chloé sentait une agréable fatigue dans ses muscles et se surprit à contempler le profil de Léo se découpant sur le ciel qui s'assombrissait. « Pourquoi me faites-vous confiance » demanda-t-elle abruptement. « Vous me connaissez à peine. Pourtant, vous m'avez ouvert votre maison, tout appris, et même confié votre jument. » Léo réfléchit un long moment. Parfois, on rencontre quelqu'un et on sait, tout simplement, qu'il est sincère. Il ne dit peut-être pas tout, mais l'essentiel est là. Il se tourna vers elle, son regard direct. « Vous fuyez quelque chose, Chloé ?» La question resta suspendue entre eux. Elle sentit le poids de son secret, prêt à faire voler en éclats ce lien fragile qu'ils avaient tissé. « Je ne fuis pas, » répondit-elle enfin. « Je suis à la recherche de quelque chose de vrai. » Il acquiesça, acceptant sa réponse évasive. « Le vrai, c'est tout ce qu'on a ici. Parfois un peu trop, quand les factures s'accumulent. » Sa tentative d'humour ne masquait qu'à peine son anxiété. Chloé laissa son regard errer sur la ferme, son esprit d'entrepreneuse fourmillant d'idées, agriculture durable, produits artisanaux, circuits courts. Elle pourrait révolutionner cet endroit sans en trahir l'âme, si seulement elle trouvait le moyen de l'aider sans révéler qui elle était. Léo, commença-t-elle, le cœur battant, et si, mais les phares d'une voiture balayèrent le paddock, l'interrompant. C'était la camionnette de Manon. Elle en sortit, le visage tendu. Léo, la banque a téléphoné. Ils ont avancé l'échéance. Il leur faut un plan de remboursement d'ici la fin de la semaine prochaine. La voix de Manon était claire et nette dans le silence du soir. Son regard passa de son frère à Chloé, puis revint à Léo. Il faut qu'on parle des options. Chloé vit l'espoir s'éteindre dans les yeux de Léo, remplacé par le poids écrasant de la responsabilité. À cet instant, elle prit une résolution. Elle ne pouvait pas encore lui dire la vérité, la confiance qu'il commençait à construire était trop précieuse. Mais elle pouvait agir dans l'ombre. Dès le lendemain, elle passerait un appel, elle mettrait en place un plan. La ferme du bois ne serait pas sauvée par Chloé Durand, la milliardaire, mais peut-être par Chloé, la femme qui apprenait à croire en quelque chose de plus grand que les bilans financiers. Chloé attendit que Léo soit occupé à nourrir le bétail le lendemain matin pour passer son appel. Avec son téléphone de secours, elle joignit son conseiller financier le plus fidèle, utilisant le langage codé qu'ils avaient mis au point pour les transactions délicates. « Stéphane, je veux un investissement discret via notre société Écran, l'initiative de développement rural en Provence. Tout doit passer par des canaux locaux, de manière totalement anonyme. » Elle énuméra les détails, sans quitter des yeux la silhouette de Léo au loin. « Et Stéphane, si mon nom apparaît où que ce soit, tu es renvoyé. » Cette première étape franchie, Chloé se consacra à la ferme. Elle commença à suggérer de petites améliorations, s'appuyant sur un sens des affaires qu'elle peinait à dissimuler. « As-tu pensé à vendre sur le marché bio d'Aix-en-Provence » demanda-t-elle à Léo au déjeuner. « Les prix y sont 3 fois plus élevés qu'ici. » Léo remua les petits pois dans son assiette. Les frais de transport absorberaient le bénéfice. Et puis, je n'ai pas les certifications nécessaires. Je peux t'aider avec la paperasse, proposa-t-elle, d'un ton faussement détaché. J'ai travaillé dans l'administratif. Un autre demi-mensonge qui lui laissa un goût de cendre. Mais Léo hochait déjà la tête, une lueur nouvelle dans le regard. Ce n'est pas une mauvaise idée. Manon me dit tout le temps qu'il faut voir plus grand.
Il la dévisagea avec une curiosité grandissante. Tu as une façon de voir les choses différentes des gens d'ici. La remarque de Léo la réchauffa. Ici, ses analyses commerciales n'étaient pas accueillies par une exécution immédiate ou des flatteries serviles, mais par une réflexion sincère et une appréciation véritable. C'était plus gratifiant que n'importe quel succès en salle de conseil. L'après-midi, ils se retrouvèrent dans le champ nord, où Chloé avait persuadé Léo de tester une nouvelle technique d'irrigation qu'elle avait découverte en ligne en réalité, un système de pointe financé par son entreprise l'année précédente. Tandis qu'il travaillait sous le soleil provençal, elle se surprit à observer ses mains, fortes et habiles, qui assemblaient les tuyaux et tâtaient la terre. La citadine se débrouille avec le matériel agricole, on dirait, la taquina-t-il en la surprenant à le fixer. Tu es pleine de ressources. Tu n'imagines pas à quel point, murmura-t-elle, avant d'ajouter rapidement, j'apprends vite. Ils travaillèrent jusqu'à ce que le crépuscule embrase le ciel de teintes orangées et rosées. Chloé sentait ses muscles, mais c'était une douleur saine, née d'un effort concret, bien loin de ses séances de sport aseptisées. Quand Léo lui tendit la main pour l'aider à se relever, elle la saisit sans hésiter. Il la tira à lui avec un peu plus de force que nécessaire, et elle se retrouva soudain tout contre lui, leurs mains toujours liées. La lumière du couchant se reflétait dans ses yeux, et Chloé sentit son souffle se suspendre. Un instant, le temps s'arrêta. L'autre main de Léo se leva lentement pour effleurer une trace de terre sur sa joue. « Chloé » dit-il d'une voix rauque, et elle entendit dans ce simple prénom tout ce qu'il ne disait pas. Elle oscilla vers lui, comme attirée par un aimant. C'est à ce moment que Tempête choisit de hennir bruyamment, rompant le charme. Ils s'écartèrent brusquement, mais la tension électrique persistait entre eux. Plus tard dans la soirée, assise sur la terrasse de son gîte, Chloé écoutait les sons de la nuit à la ferme. Son autre téléphone, celui qui la reliait à sa vraie vie, était enfoui dans sa valise, sans doute saturé de messages alarmés. L'échéance de la fusion approchait, son conseil d'administration devait être en panique, et le monde des affaires se perdait en conjectures sur sa disparition. Elle sortit son ordinateur portable et se connecta via son téléphone. Comme elle s'y attendait, son visage était partout. La disparition de Durand met en péril un accord de plusieurs milliards, la PDG de la tech toujours introuvable, l'action de Durantech en chute libre. Un titre attira son attention, Durantech explorait des investissements dans les technologies agricoles. Son ordre anonyme commençait à produire des effets, mais pas ceux que l'on attendait. Elle referma vivement son ordinateur, craignant que Léo ne la surprenne. Des bruits de pas sur le gravier la firent sursauter. Léo apparut, 2 tasses fumantes à la main. « Une tisane » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Manon prétend que je t'exploite. » Chloé accepta la tasse avec gratitude, respirant le parfum familier de la camomille. « J'aime ce travail. Il est réel. » Tu utilises souvent ce mot, réel, nota Léo d'un ton songeur. Que faisais-tu, avant ? Chloé contempla sa tisane, pesant ses mots. Je travaillais dans la tech. Tout était numérique, virtuel. On se connectait par écran interposé, pas comme, elle désigna l'espace entre eux, pas comme ça. Et après ? Quand tes 2 semaines seront finies ? La question qu'elle redoutait. Le cœur de Chloé se serra. Je ne sais pas, avoua-t-elle. Tout a changé. Un long silence s'installa. Tu pourrais rester, dit-il enfin d'une voix sourde. M'aider à rebâtir cet endroit. Si on y arrive. Chloé se tourna vers lui et vit qu'il la regardait déjà. Le clair de lune adoucissait ses traits, mais elle pouvait lire sa vulnérabilité. Il lui offrait un avenir basé sur la femme qu'il voyait, pas sur la fortune qu'il ignorait. L'instant était lourd de promesses. Léo se pencha vers elle, et cette fois, aucun cheval ne vint les interrompre. Elle sentit son propre corps s'incliner, son cœur battant à tout rompre. Sa main se posa sur sa joue, et elle sentit la rugosité de sa paume contre sa peau. Juste avant que leurs lèvres ne se rencontrent, son téléphone vibra dans sa poche. Son téléphone de secours, mais la vibration suffit à briser la magie. Léo se retira légèrement, et Chloé ressentit ce recul comme une déchirure. « Je vais voir Tempête » dit-il doucement en se levant. « Grosse journée demain. » Chloé le regarda s'éloigner, le cœur écartelé entre la joie et l'angoisse. Elle était en train de tomber amoureuse de lui, éperdument, mais chaque pas vers lui l'enfonçait davantage dans le mensonge.
En touchant sa joue, encore imprégnée de la chaleur de sa main, elle se demanda combien de temps elle pourrait encore tenir ce double jeu avant que tout ne s'écroule. La fête des moissons avait métamorphosé la place du village en un scintillement de guirlandes et de décors d'automne. Chloé, à l'entrée, contemplait la scène avec des yeux d'enfant. Ces événements sociaux à elle étaient des galas de bienfaisance et des conférences technologiques, des mondes froids et stratégiques. Ceux-ci étaient différents, chaleureux, authentiques, vibrants de rire et de musique. Bienvenue au divertissement local, lui dit Léo, très séduisant dans une chemise de flanelle impeccable et son meilleur jean. Ça ne vaut pas la French Tech, mais on sait s'amuser. La mention désinvolte de son ancien univers la fit tressaillir, mais Léo l'entraînait déjà dans la foule. Partout, elle reconnaissait des visages du marché, qui les saluaient avec une chaleur non feinte. Le vieux Maurice Lefebvre menait la danse, sa voix forte couvrant la musique entraînante du violon traditionnel. Léo Dubois. Une femme joviale en tablier leur fit signe depuis un stand de tarte. Tu as amené ton amie. On avait tous hâte de la rencontrer. Elle se tourna vers Chloé avec un clin d'œil complice. Je suis Monique. C'est mon bistrot qui maintient ce garçon en vie depuis qu'il a l'âge de boire du café. Chloé fut happée d'une conversation à l'autre, chaque villageois lui livrant une anecdote sur Léo. Elle entendit parler de ses exploits au rugby au lycée, des récoltes légendaires de son père, du jour où il avait sauvé les jumeaux Lefebvre de la noyade dans un ruisseau. Chaque histoire la faisait tomber un peu plus amoureuse de l'homme à ses côtés, tandis qu'une culpabilité sourde la rongeait. Place au bal des moissons. Clama le vieux Maurice, et les couples commencèrent à se former. Léo se tourna vers Chloé avec un sourire timide. M'accordez-vous cette danse? Je promets de faire attention à vos pieds. Chloé accepta sa main et se laissa guider. Je vous préviens, mon expérience se limite aux galas d'entreprise. Laissez-vous guider, murmura-t-il en la rapprochant alors que la musique démarrait. C'est comme avec Tempête. Il faut sentir le rythme et faire confiance à son partenaire. La danse était une expérience inédite pour Chloé. Pas de chorégraphie millimétrée, pas de jeu de pouvoir sur la piste. Elle se laissa emporter par la pure joie du mouvement, riant quand Léo la faisait tournoyer. Ses mains étaient chaudes et fermes, son regard ne la quittait pas. Sur une mélodie plus lente, Léo la serra contre lui. Tu sais, dit-il d'un ton pensif, il se passe des choses étranges à la ferme ces derniers temps. La demande de subvention que tu m'as aidé à remplir a été acceptée. La certification bio est arrivée en un temps record. Même la banque est devenue plus souple. Chloé s'efforça de garder un visage impassible, mais son cœur s'emballait. Parfois, la chance tourne. Peut-être, dit-il d'une voix mesurée, ou peut-être que j'ai un ange gardien qui s'y connaît en affaires mieux qu'elle ne le prétend. Avant que Chloé ne puisse formuler une réponse, Manon les rejoignit. Léo, le représentant de M. Durand est là. Il insiste pour te parler du projet de développement. Chloé se raidit. Durand Tech. Son entreprise avait manœuvré via des filiales pour sauver la ferme discrètement. Mais elle n'avait pas prévu qu'il se manifesterait ici. Le bras de Léo se resserra autour d'elle. Pas ce soir, Manon. Ce soir, on profite de ce qu'on a, on ne s'inquiète pas de ce qu'on pourrait perdre. Mais Léo, j'ai dit non. Son ton était sans appel, mais doux. D'ailleurs, j'ai une autre idée en tête. Il baissa les yeux vers Chloé, le regard tendre. On n'a peut-être pas besoin d'une multinationale pour nous sauver. Peut-être que tout ce dont on a besoin est déjà là. La musique les enveloppa, et Chloé sentit les larmes lui monter aux yeux. Tout ce dont ils avaient besoin était là, la confiance, la solidarité, l'amour vrai. Et elle était en train de tout gâcher avec ses mensonges, même s'ils partaient d'une bonne intention. L'air se fit plus frais. Léo posa sa veste sur ses épaules et ils s'éloignèrent vers un coin plus calme. Sous les guirlandes lumineuses, ils s'assirent sur un banc près de la vieille mairie. « Regarde, dit Léo en sortant un papier de sa poche. J'ai dessiné des plans pour la ferme, si on s'en sort. Des cultures bio, des ateliers pédagogiques pour les écoles, et peut-être même ces dîners de la ferme à l'assiette dont tu parlais. » Chloé se pencha sur les croquis. Elle reconnut certains concepts, similaires à des projets que son entreprise avait développés. Mais Léo y avait mis sa touche personnelle, les adaptant à sa terre, à sa communauté. C'est génial, dit-elle sincèrement. Tu as pensé à tout. Pas à tout,
répondit-il d'une voix sourde. Je n'ai pas encore trouvé comment te dire que je suis en train de tomber amoureux de toi. Le cœur de Chloé cessa de battre. Elle leva les yeux vers lui. Son visage était un livre ouvert, un mélange de vulnérabilité et d'espoir. À cet instant, elle aurait voulu tout lui avouer, son entreprise, sa fortune, son pouvoir de concrétiser tous ses rêves. Mais elle savait aussi qu'une telle révélation risquait de détruire ce qui rendait leur relation si unique. Léo, souffla-t-elle, le tumulte de la fête les interrompit. Chloé aperçut un visage familier dans la foule, son chef des relations publiques, qui balayait l'assistance du regard. On la cherchait. J'ai besoin de prendre l'air, dit-elle en se levant brusquement. Une minute, je reviens. Léo acquiesça, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Tu veux que je vienne? Non, reste là, je t'en prie. Je reviens tout de suite. Le mensonge lui brûla les lèvres. Chloé s'enfuit loin des lumières de la fête, le cœur battant à grands coups. Elle ne pouvait pas laisser ses deux vies se télescoper. Pas ici. Pas maintenant. Mais en se retournant, elle vit la silhouette de Léo qui l'attendait sur le banc, et elle sut que le temps lui était compté. Bientôt, il lui faudrait choisir entre l'empire qu'elle avait hérité et la vie authentique qu'elle avait découverte. La pleine lune des moissons baignait la place du village d'une lumière argentée. Au loin, le groupe entama une nouvelle mélodie lente, et Chloé entendit le vieux Maurice annoncer les pas de danse. Elle serra la poche de la veste de Léo, sentant sous ses doigts le papier où ses rêves étaient esquissés. Jamais, au sommet de sa réussite, elle ne s'était sentie aussi riche que ce soir, drapée dans une veste d'emprunt, dansant avec un homme qu'il aimait pour elle-même. Et jamais elle ne s'était sentie aussi démunie, sachant que ce bonheur reposait sur un château de cartes. Le lendemain de la fête fut une journée claire et glaciale, le givre étincelant sur les clôtures. Chloé avait passé une nuit blanche, tiraillée entre le souvenir de la déclaration de Léo et la lecture frénétique de ses emails. Son conseil d'administration voulait forcer la fusion, arguant de son instabilité. La presse financière se déchaînait. Mais tout cela perdit son importance quand elle sortit et vit Léo qui l'attendait près du paddock de Tempête, deux tasses fumantes à la main. Il avait dit qu'il tombait amoureux d'elle. Cette pensée la submergeait d'une joie et d'une terreur égales. Je me suis dit qu'on pourrait monter à la colline de Perpertuse, dit-il en lui tendant une tasse. Je veux te montrer quelque chose. Le café lui réchauffa les doigts tandis qu'il sellait les chevaux. Léo lui avait appris les gestes, et elle éprouva une petite fierté quand il approuva son travail d'un hochement de tête. Ils grimpèrent en silence, la brume matinale s'ouvrant sur leur passage. Chloé remarqua des changements sur le terrain, de petits drapeaux délimitaient des parcelles, de nouveaux tuyaux d'irrigation brillaient au soleil. Ces investissements anonymes portaient leurs fruits, à l'insu de Léo. La subvention a plus aidé que prévu, dit Léo, comme s'il lisait ses pensées. Mais ce n'est pas tout. La certification bio, les nouveaux contrats, c'est comme si la chance avait tourné à ton arrivée. Chloé se concentra sur Tempête pour éviter un rocher. L'univers te sourit enfin, peut-être. Peut-être, répondit-il d'un ton songeur, ou peut-être que quelqu'un d'autre y est pour quelque chose. Ils arrivèrent au sommet de la colline au moment où le soleil perçait les derniers lambeaux de brume. Le panorama coupa le souffle de Chloé. Des collines à perte de vue jusqu'aux montagnes lointaines, et en contrebas, la ferme, minuscule, baignée d'une lumière dorée. C'est ici que mon père m'emmenait quand j'avais besoin de prendre de la hauteur, dit Léo en mettant pied à terre. Il aida Chloé à descendre, ses mains s'attardant sur sa taille. Il disait qu'on ne peut pas savoir pourquoi on se bat si on ne le regarde pas de haut. Chloé contempla le paysage avec un regard neuf. Autrefois, elle y aurait vu un potentiel de développement, un retour sur investissement. Aujourd'hui, elle y voyait des générations d'histoires inscrites dans chaque champ, chaque clôture, chaque pierre. C'est magnifique, murmura-t-elle. C'est plus que ça, dit Léo en se tournant vers elle, le regard intense. C'est ma maison. Et ces derniers temps, je me suis dit que ça pourrait aussi être la tienne. Le cœur de Chloé s'emballa. Léo, je sais que tu as des secrets, poursuivit-il en prenant ses mains. Je sais que tu me caches quelque chose. Mais je sais aussi que quand tu es ici, à travailler avec moi, à rire avec les gens du village, à t'occuper de Tempête, c'est la vraie toi. Je le lis dans tes yeux. Les larmes perlèrent aux yeux de Chloé. Il avait raison. Jamais elle ne s'était sentie aussi elle-même qu'ici, couverte de terre et de sueur.
La femme en tailleur qui arpentait les salles de conseil semblait être une actrice d'une vie antérieure. La ferme va mieux, reprit doucement Léo. Peu importe la banque, peu importe ton passé, on pourrait construire quelque chose de vrai ici, ensemble. Il leva la main pour essuyer une larme sur sa joue. Le geste était si tendre, si sincère, que quelque chose céda en elle. Quand Léo se pencha pour l'embrasser, elle alla à sa rencontre. Leur premier vrai baiser avait le goût du café, de l'air frais et de l'avenir. Ses mains étaient douces dans ses cheveux, et elle sentit son cœur battre la chamade sous sa paume. Un instant, tout le reste s'évanouit, sa fortune, ses mensonges, le poids des attentes. Il n'y avait que cet instant, la chaleur de ses lèvres, la force de ses bras, et la certitude d'être exactement là où elle devait être. Quand ils se séparèrent, Léo appuya son front contre le sien. « Reste, souffla-t-il. Quelle que soit la chose que tu fuis, ou que tu as peur de me dire, on trouvera une solution ensemble. » Chloé ferma les yeux, savourant cet instant de grâce tout en sentant la panique monter. Elle avait déclenché des mécanismes qu'elle ne contrôlait plus. Son conseiller financier avait tissé une toile complexe d'investissements et de subventions pour sauver la ferme anonymement. La certification bio avait été accélérée par des interventions discrètes. Même la soudaine indulgence de la banque était le résultat de pressions exercées en coulisses. Léo, commença-t-elle, sans savoir ce qu'elle allait dire. Le bruit d'un moteur les fit se retourner. C'était la camionnette de Manon qui gravissait la pente à toute vitesse. On devinait son urgence. Elle sauta du véhicule avant même qu'il ne soit complètement arrêté. « Léo ! C'est incroyable !» Elle s'interrompit en les voyant si proches, l'intimité de leur baiser encore palpable. « Désolé, mais ça ne peut pas attendre. Le Conseil agricole a approuvé notre projet d'agriculture durable. Financement intégral, procédure accélérée. Ils en font un programme pilote pour le développement rural. » L'estomac de Chloé se noua. C'était son œuvre. Un programme que son entreprise avait conçu des mois plus tôt, et qui était maintenant déployé ici à travers un labyrinthe de filiales. Léo dévisagea sa sœur, incrédule. C'est impossible. Ces dossiers prennent des mois. Et ce n'est pas tout, poursuivit Manon en agitant un dossier. Un investisseur anonyme s'est engagé à verser une somme équivalente. Léo, ça peut sauver la ferme. Chloé vit l'espoir illuminer le visage de Léo, et elle se sentit à la fois triomphante et misérable. Tout ce qu'elle avait fait, c'était pour l'aider, pour sauver ce lieu qu'il aimait. Mais chaque succès l'enfonçait un peu plus dans le mensonge. Ça arrive pour de vrai, dit Léo doucement, se tournant vers Chloé, les yeux brillants. Tout ce dont on a parlé, l'agriculture durable, les ateliers pédagogiques, tout devient possible. Il la serra dans ses bras, et Chloé s'agrippa à lui, cachant son visage contre son torse. Par-dessus son épaule, elle vit le regard calculateur de Manon. Sa sœur avait toujours été la plus maligne, et Chloé la devinait en train de rassembler les pièces du puzzle. À propos, dit Manon d'un ton neutre, le représentant de l'investisseur a dit une chose curieuse. Il paraît qu'ils ont des liens avec Durantec. Chloé sentit Léo se raidir, sans pour autant la relâcher. Durantec ? La boîte de high-tech ? Celle dont tout le monde parle en ce moment ? Continua Manon, les yeux rivés sur Chloé. Leur PDG a disparu. Une certaine Chloé Durand. Étrange coïncidence, n'est-ce pas ? Chloé se dégagea de son étreinte, le cœur au bord des lèvres. Le moment qu'elle redoutait tant était là. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Léo lui prit la main. Quoi que ce soit, dit-il calmement, quoi que tu aies à me dire, souviens-toi de ce que je t'ai promis. On s'en sortira. La confiance dans sa voix lui donna envie de pleurer. Là, sur cette colline qui surplombait la terre qu'il aimait, sous le soleil du matin, le goût de leur premier baiser encore sur les lèvres, Chloé prit sa décision. Elle allait tout lui dire. Non par obligation, mais parce qu'il méritait de connaître toute la femme dont il tombait amoureux, même la part d'ombre. Avant que Chloé ne puisse parler, un grondement sur les fit se tourner vers l'ouest. Un mur de nuages noirs s'avançait sur les montagnes, une masse menaçante et anormalement rapide. L'expression de Léo changea du tout au tout. Ça ne va pas, marmonna-t-il en se dirigeant vers les chevaux. Ces nuages n'ont rien à faire là. La météo était au beau fixe. Il consulta son téléphone. Alerte aux crues éclairs. Manon,
retourne au village, prévient tout le monde dans la vallée. Manon courait déjà vers sa camionnette. Et toi? Il faut mettre le bétail à l'abri sur les hauteurs et sécuriser le matériel. Léo était déjà en action, ses gestes vifs et précis. Chloé, rentre à la ferme, mets-toi en sécurité. Je reste aider, le coup ATL en se hissant sur Tempête. Les leçons des dernières semaines lui revinrent instinctivement. Dis-moi ce que je dois faire. Une lueur de surprise et de fierté passa dans ses yeux avant qu'il n'acquiesce. Reste près de moi. Ça va être violent. Ils dévalèrent la pente au galop, l'orage à leur trousse. Chloé sentait la pression de l'air chuter, le vent se lever en rafales surnaturelles. Son esprit d'analyste calcula que la tempête les frapperait en moins de 20 minutes. Léo criait ses ordres par-dessus le vacarme, et Chloé obéissait avec une compréhension intuitive des besoins de la ferme. Ils travaillèrent en parfaite synchronie pour rassembler le bétail affolé, Tempête répondant à Chloé comme si elle l'avait toujours monté. Les premières gouttes, énormes, s'abattirent alors qu'il fermait les portes de la grange. La pluie cinglante lui fouettait le visage tandis qu'elle aidait Léo à arrimer le matériel. À travers les trompes d'eau, elle vit le ruisseau en bordure de la propriété qui gonflait déjà, ses eaux devenues brunes et furieuses. Les tuyaux d'irrigation. Hurla Léo. S'ils lâchent, ils détruiront la clôture en contrebas. Chloé comprit au quart de tour. Ils coururent vers la zone menacée. Les tuyaux neufs et coûteux qu'elle avait contribué à financer risquaient de se transformer en armes de destruction. Ils arrivèrent juste au moment où le ruisseau sortait de son lit. Le faisceau de la torche de Léo éclaira un premier tuyau qui commençait à se tordre. L'esprit de Chloé analysa la situation, pression de l'eau, résistance des matériaux, point de levier. Là, cria-t-elle en désignant un tracteur à l'abri. La chaîne dans la cabine. On peut arrimer la conduite principale. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre. Il y eut une étincelle de reconnaissance dans les yeux de Léo. Ce n'était pas le savoir d'une simple touriste. Mais il n'avait pas le temps de s'y attarder. L'orage était à son paroxysme. Ensemble, ils sécurisèrent les éléments vitaux. La montre de designer de Chloé, seul vestige de sa vie d'avant, vola en éclats contre un poteau métallique alors qu'elle luttait avec le dernier tuyau. Elle le remarqua à peine. Une bourrasque la déséquilibra. Léo la rattrapa, la plaquant contre lui. Ils restèrent ainsi un instant, unis contre les éléments, regardant leur ouvrage résister à la fureur de la nature. C'était soit du courage, soit de la folie pure. Cria Léo. Probablement un peu des deux. Répondit Chloé en riant malgré la pluie qui lui ruisselait sur le visage. Comme la plupart de tes idées. Le sourire qu'il lui rendit fut illuminé par un éclair. Dans cet instant suspendu, Chloé vit dans son regard quelque chose de plus profond que l'amour, de la reconnaissance, du respect. Elle n'était plus l'étrangère énigmatique. Dans l'épreuve, il avait entrevu sa vraie nature, son intelligence, sa capacité à prendre des décisions, son instinct pour résoudre les problèmes. La vérité était sur le point d'éclater. Mais un craquement sinistre déchira l'air. Un des vieux chênes près de la maison penchait dangereusement. La grange. La voix de Léo était un cri d'angoisse. S'ils tombent, ils couraient déjà, la tempête les poussant en avant, le moment de la révélation balayé par l'urgence de sauver ce pourquoi ils s'étaient tant battus. Le lendemain de la tempête, Chloé aidait Léo à trier des documents trempés dans la cuisine du mas. La crise avait uni la communauté. Des voisins s'affairaient dehors, leur camionnette garée dans l'allée boueuse. Par la fenêtre, elle voyait le vieux Maurice Lefebvre déblayer des branches avec son tracteur. La télévision, en sourdine, diffusait un reportage sur les dégâts. Chloé n'y prêtait qu'une oreille distraite, jusqu'à ce qu'un nom familier lui glace le sang. Dernière minute sur la disparition de Chloé Durand, elle se retourna lentement, l'effroi la saisissant en voyant son portrait d'entreprise à l'écran. La voix de la journaliste était nette et précise, selon nos sources, la milliardaire de la tech a été retrouvée en Provence. La PDG de Durantech aurait été aperçue prêtant main forte aux agriculteurs lors des intempéries d'hier. Un bruit de porcelaine brisée fit sursauter Chloé. Léo avait laissé tomber sa tasse. Son regard passa de l'écran à son visage, et la compréhension se fit jour. C'était donc ça, dit-il d'une voix blanche. Le sens des affaires, la vivacité d'esprit pour l'irrigation, les subventions tombées du ciel, sa voix se fit plus dure.
C'était toi. Léo, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Sa voix était maîtrisée, mais la blessure était palpable. Que tu n'es pas une touriste perdue, mais la PDG d'une des plus grandes boîtes de tech au monde? Que depuis le début, tu aurais pu racheter cette ferme 10 fois sans sourciller. Ce n'est pas pour ça que, tu t'es bien amusé à jouer à la fermière? Son amertume était comme un poignard. C'était un stage d'immersion? Voir comment vivent les ploucs? Non. Chloé fit un pas vers lui, mais il recula. Tout ce que j'ai ressenti, tout ce qu'on a partagé, c'était vrai. Vrai? Léo eut un rire sans joie. Tu as menti sur ton identité, tu as orchestré un plan machiavélique pour sauver la ferme dans mon dos. Qu'y a-t-il de vrai là-dedans? Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à la volée. Manon entra, essoufflée. Léo, il y a des journalistes au bout du chemin. Une armée. Au même moment, les téléphones se mirent à sonner en chœur. Par la fenêtre, Chloé vit des camionnettes de chaînes d'information s'approcher. Je n'ai jamais voulu ça, dit-elle, la voix brisée. Je suis venue ici pour fuir ce monde, pour trouver quelque chose de vrai. Et tu l'as trouvé? Demanda Léo d'une voix basse, presque vaincue. L'as-tu trouvé, en mentant à tout le monde? La vérité la frappa de plein fouet. En voulant protéger leur relation, elle l'avait détruite. Chaque moment de sincérité était désormais entaché par le mensonge. Manon les observait, le visage fermé. Les subventions, la certification, la banque c'était toi. Chloé acquiesça, misérable. Je voulais aider, mais j'avais peur que si tu savais qui j'étais, tu me regarderais différemment, compléta Léo. Comme tu nous regardes, en ce moment même. En tirant les ficelles de nos vies parce que tu en as les moyens. Dehors, le cirque médiatique se mettait en place. Le havre de paix et d'authenticité qu'elle avait trouvé ici était en train d'être anéanti par sa propre identité. Je t'aime, murmura-t-elle, les mots se perdant dans le gouffre qui s'était creusé entre eux. Ça, ce n'était pas un mensonge. Le visage de Léo s'adoucit une fraction de seconde, avant de se refermer. Peut-être. Mais tout le reste l'était. Il lui tourna le dos. Tu devrais y aller. Ton monde t'attend. Chloé resta pétrifiée, le regardant sortir de la cuisine, sortir de la vie qu'ils auraient pu construire. Dehors, les caméras se multipliaient, et son refuge s'évanouissait sous la lumière crue de la réalité. Les vêtements simples qu'elle portait lui firent l'effet d'un déguisement, le symbole du rôle qu'elle avait joué. La femme en quête de vérité l'avait trouvée, seulement pour la saccager avec les mensonges censés la préserver. 3 jours plus tard, Chloé était cloîtrée dans une suite de luxe du Grand Hôtel du Vieux-Port à Marseille, de nouveau prisonnière des artifices de son ancienne vie. Ses vêtements de marque lui semblaient être une armure inconfortable, ses talons une aberration après les bottes de travail. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer, le conseil d'administration, les relations publiques, les médias. La télévision, sans le son, affichait en boucle les titres, la PDG de Durantec refait surface, l'escapade provençale d'une milliardaire, Wall Street s'interroge. Mais le titre qui la blessait le plus était celui du journal local, la ferme du bois au cœur d'une tromperie d'entreprise. Même de sa chambre d'hôtel aseptisée, elle pouvait revoir la brume sur les champs, entendre le hennissement de tempête, sentir la force tranquille de Léo. Ce monde qu'elle avait touché du doigt semblait n'avoir été qu'un rêve. Stéphane, son directeur financier, faisait les 100 pas. Les partenaires de la fusion exigent des réponses. Ta petite escapade les a ébranlés. Ils doutent de la stabilité de l'entreprise. Qu'ils doutent, répondit Chloé, le regard perdu sur un vol de pigeons. Il lui rappelait les poules qu'elle allait nourrir chaque matin. Il est peut-être temps de tout remettre en question. Chloé, sois lucide. L'aventure est terminée. Il faut revenir à la réalité. La réalité. Elle eut un rire amer. Rien ne lui avait paru plus réel que de curer des box avec Léo, d'apprendre les rythmes de la nature, de voir la solidarité d'un petit village. Son monde à elle, avec ses échéances factices et ses jeux de pouvoir, lui semblait être une imposture. On frappa à la porte. C'était Manon Dubois, détonnant dans ses vêtements simples au milieu du luxe de l'hôtel. La sécurité a voulu me barrer la route, dit-elle en entrant sans y être invitée. Mais je me suis dit que si tu avais pu te faire passer pour une autre chez nous,
je pouvais bien me faire passer pour une autre chez toi. Stéphane voulut intervenir, mais Chloé le congédia. Une fois seul, Manon attaqua. Tu as semé un sacré désordre. Je sais. Chloé se tenait près de la fenêtre, incapable de soutenir son regard. Comment va-t-il? Blessé. Furieux. Orgueilleux. La voix de Manon s'adoucit un peu. Tu lui manques. Même s'il ne l'avouera jamais. Chloé se retourna, une lueur d'espoir au fond d'elle. N'y pense même pas, la coupa Manon. C'est plus compliqué que ça. C'est le chaos au village. Les journalistes, les clans qui se forment. Ceux qui pensent que tu t'es payé notre tête, et ceux qui te voient comme une sainte. Et Léo est au milieu de la tempête. Mon intention n'a jamais été de tomber amoureuse d'aider de mentir, le ton de Manon n'était pas accusateur, juste factuel. Le problème, c'est que tu as fait les trois. Et maintenant, Léo doute de tout. Chaque moment, chaque conversation, chaque émotion. Était-ce sincère, ou était-ce une expérience sociologique menée par une milliardaire? Chloé s'assit, accablée. C'était sincère. Tout. J'ai fui ma vie, et j'ai trouvé ici quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais. Et maintenant? Maintenant, Chloé désigna la suite, les vêtements, le téléphone. Je suis de retour dans ma cage. Là où on m'attend. Manon la dévisagea longuement. Tu sais quelle est ton erreur? Pas le mensonge, même si c'était impardonnable. C'est d'avoir cru que tu devais choisir entre ces deux mondes. La Chloé qui curait les box et qui a bravé la tempête, elle est aussi réelle que celle qui dirige un empire. La question, c'est, as-tu le courage d'être les deux à la fois? Les mots de Manon la frappèrent de plein fouet. Obnubilée par sa fuite, elle n'avait jamais envisagé de réconcilier les deux facettes de sa personnalité. La ferme doit toujours être sauvée, continua Manon en se dirigeant vers la porte. Et Léo il a besoin de quelqu'un d'honnête sur qui elle est. Dans son intégralité. Pense-y. Après son départ, Chloé resta longtemps à la fenêtre, regardant la nuit tomber sur la ville. Elle revoyait Léo sur la colline de Perpertuse, lui montrant le monde, croyant en elle sans même la connaître. Manon avait peut-être raison. Il ne s'agissait pas de choisir une vie, mais d'avoir le courage de les vivre toutes les deux, sans tricher. Mais Léo lui en laisserait-il l'occasion? Chloé se tenait devant son conseil d'administration. Fini les vêtements de ferme. Elle portait un tailleur impeccable, une armure. Derrière elle, les toits de Paris, un univers à des années-lumière de la Provence. Les documents de la fusion étaient posés, non ouverts, sur la table. Avant d'aller plus loin, dit-elle d'une voix ferme, je souhaite proposer une nouvelle orientation pour Durantec. Un malaise parcourut l'assemblée. Ces hommes la connaissaient depuis des années, l'avaient vue grandir dans l'ombre de son père. Aujourd'hui, ils la regardaient comme une inconnue. Votre absence a déjà coûté cher à la fusion, objecta prudemment Jean-Luc Bernard, le directeur principal. Les marchés sont fébriles. Qu'il le soit. Chloé afficha une présentation sur l'écran. Et si je vous disais que j'ai trouvé le moyen de révolutionner les technologies agricoles tout en restant fidèle à notre cœur de métier? Un moyen de réduire la fracture numérique et de créer des solutions durables pour le monde rural. Elle fit défiler des images de la ferme du bois, en prenant soin de ne pas montrer Léo. Mon séjour là-bas m'a ouvert les yeux sur les défis de l'agriculture française. Mais aussi sur son potentiel. Imaginez nos capacités d'IA appliquées à l'agriculture durable. Des systèmes d'irrigation intelligents, une gestion prédictive des cultures, des plateformes directes de la ferme à l'assiette. Le silence se fit dans la salle tandis qu'elle déroulait sa vision. Il ne s'agissait plus de sauver une ferme, mais de transformer la France rurale en préservant son identité. Tout ce que Léo lui avait appris, toute sa compréhension nouvelle de la valeur du lien humain et du travail authentique, nourrissait son discours. La fusion nous rapporterait des bénéfices à court terme, conclut-elle. Ce projet nous laisserait un héritage. Jean-Luc Bernard se pencha. Et cet intérêt soudain pour l'agriculture n'aurait-il rien à voir avec de récents événements d'ordre privé? Chloé le regarda droit dans les yeux. Mon séjour à la ferme du bois m'a révélé des possibilités que nous ignorions. Oui, c'est devenu personnel. C'est ce qui fait sa valeur. Nous avons passé des années à créer des technologies pour connecter les gens,
tout en nous déconnectant nous-mêmes du monde réel. Son téléphone vibra. Un message de Manon. La banque avait encore avancé l'échéance. Léo avait 24 heures pour payer, sinon il perdait tout. Le timing n'était pas un hasard. La nouvelle de sa réunion avait fuité, et la banque voulait forcer la main de Léo avant toute intervention de sa part. Il voulait vendre au promoteur qui avait déjà dévoré 3 fermes du coin. Chloé sentit le poids des 2 mondes l'écraser. D'un côté, elle avait le pouvoir de tout sauver d'un trait de plume. De l'autre, elle devait regagner la confiance de Léo, lui prouver la sincérité de ses sentiments. Je soumets au vote, annonça-t-elle, non pas la fusion, mais ma nouvelle initiative de technologie rurale. Si vous refusez, je signe les documents de la fusion. Elle marqua une pause, se redressant. Si vous acceptez, je délocalise notre nouvelle division agricole en Provence. Des murmures s'élevèrent. Chloé poursuivit, la voix assurée, et pour prouver notre engagement, j'en prendrai personnellement la direction, sur place. Vous êtes folle, s'exclama Bernard. Déplacer le siège de la PDG dans un coin perdu? Au cœur même de l'endroit où notre technologie aura un impact réel, rétorqua Chloé. Nous avons passé trop de temps dans nos tours de verre, Jean-Luc. Il est temps de mettre les mains dans la terre. Elle pensa à Léo, à la façon dont il lui avait appris à lire la terre, le vent, à comprendre que certaines choses ne peuvent être ni forcées ni automatisées. C'était une sagesse dont la French Tech avait un besoin criant. Le vote aura lieu dans 1 heure, conclut-elle. Le temps pour vous de décider si vous voulez faire partie d'une véritable innovation, ou d'une énième transaction financière. Tandis que les membres du conseil se retiraient pour délibérer, Chloé s'approcha de la fenêtre. Quelque part en Provence, Léo devait être en train de nourrir ses bêtes, s'arrêtant peut-être pour contempler le lever du soleil. Elle lui avait menti sur son identité, mais elle savait enfin qui elle voulait être, une femme capable de faire le pont entre 2 mondes, d'utiliser son pouvoir pour protéger ce qui comptait vraiment. Son téléphone vibra à nouveau. Une alerte info, l'action de Durantec en dents de scie suite à la proposition d'une nouvelle stratégie radicale par sa PDG. Chloé esquissa un sourire. Les prochaines heures scelleraient le sort de la ferme du bois, et le sien. Pour la première fois depuis son départ, elle se sentait entière. Le crépuscule tombait sur la ferme du bois quand la voiture de Chloé s'engagea sur le chemin de terre. Le vote du conseil avait été rapide, sa passion les avait convaincus. Elle avait désormais les moyens de sauver la ferme, mais le plus dur restait à faire, sauver ce qu'elle avait bâti avec Léo. Le cirque médiatique était parti, ne laissant que quelques irréductibles. Chloé les ignora. Ses yeux étaient fixés sur Léo, qui l'attendait sur le perron. Il savait qu'elle venait, Manon y avait veillé. Son visage était indéchiffrable. « Tu arrives trop tard », dit-il quand elle s'approcha. « J'ai signé les papiers ce matin. J'ai vendu au promoteur. » Le cœur de Chloé s'arrêta. « Tu n'as pas fait ça, presque. » Une ombre de son ancien humour traversa son visage. « Mais on m'a dit un jour qu'il y a des choses pour lesquelles ça vaut le coup de se battre. » Elle monta les marches, gardant ses distances. « L'échéance de la banque est dans 2 heures. » La voix de Léo était posée. « Je sais que tu as un plan de sauvetage. Manon m'a tout raconté. Mais avant que tu ne dises quoi que ce soit, écoute-moi. » Chloé acquiesça, le cœur battant. « Quand tu es arrivé, je croyais aider une citadine paumée. En fait, c'est toi qui m'as aidé à me retrouver. » Il passa la main dans ses cheveux, ce geste qu'elle aimait tant. Cette ferme était en train de mourir, Chloé. Pas seulement financièrement. Spirituellement. J'étais tellement obsédé par l'héritage de mon père que je ne voyais pas l'avenir qui était sous mes yeux. Léo, il la coupa d'un geste. Laisse-moi finir. Ces dernières semaines, te voir apprendre à monter tempête, à travailler la terre, à t'attacher à cet endroit, ça a changé quelque chose en moi. Tu as vu des possibilités que j'étais trop fier ou trop effrayé pour voir. Oui, tu as menti sur qui tu es. Mais peut-être que j'avais besoin de rencontrer cette version de toi d'abord, pour comprendre celle que tu es vraiment. Chloé sentit les larmes monter. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je sais. Il s'approcha enfin. Manon m'a montré ton projet. Déplacer ta division ici, développer l'agriculture durable, sauver les fermes familiales, un sourire se dessina sur ses lèvres.
Pas mal pour quelqu'un qui confondait une poule et un coq il y a 3 semaines. J'ai eu un bon professeur. Tu as eu plus que ça. Tu as eu la vision d'un pont entre deux mondes qui ont besoin l'un de l'autre. Il fit un pas de plus. La question, c'est, quelle est ma place dans cette vision? Chloé le regarda dans les yeux. Partout. Comme partenaire, si tu acceptes. En affaires, et dans la vie. Elle sortit un dossier de son sac. Je ne suis pas là pour racheter la ferme ou la sauver avec mon argent. Je suis là pour te proposer un partenariat. À parts égales, à décisions égales. Ton savoir et mes ressources. Tes traditions et mon innovation. Elle lui tendit le dossier, les mains tremblantes. Tout est à ton nom. Je ne veux pas posséder ta terre, Léo. Je veux t'aider à la faire vivre. En égaux. Et peut-être, si tu me pardonnes en plus que ça. Léo prit le dossier sans l'ouvrir. Il s'approcha si près qu'elle pouvait voir les éclats d'or dans ses yeux, ce qu'elle avait vu pour la première fois lors de leur chevauchée matinale. La femme dont je suis tombé amoureux, dit-il doucement, était brillante, attentionnée, et voyait le meilleur de cet endroit quand j'avais moi-même perdu espoir. Il se trouve qu'elle cachait aussi le fait d'être une des femmes les plus puissantes du pays. Il sourit. Et il se trouve que je suis amoureux des deux. La vraie question, c'est, es-tu prête à être les deux, ici, avec moi? Chloé sentit un poids quitter sa poitrine. Je ne suis pas seulement prête, murmura-t-elle, je suis chez moi. Cette fois, quand ils s'embrassèrent, il n'y avait plus de secret, plus d'identité cachée, plus de non-dit. Au moment où le jour s'éteignait, Tempête hennit dans son enclos, comme pour approuver ce nouveau chapitre. L'échéance de la banque passa, insignifiante. Ce qui comptait, c'était la promesse silencieuse entre deux êtres qui avaient trouvé quelque chose de vrai dans un monde d'illusions, un amour bâti sur la vérité, nourri par la compréhension, et assez fort pour relier tous les mondes. 2 mois plus tard, une nouvelle énergie animait la ferme du bois. La vieille grange était devenue un centre de technologie agricole de pointe, mais Léo avait exigé qu'on préserve son aspect extérieur. À l'intérieur, des agriculteurs du coin étudiaient des données météorologiques sur des écrans, tandis que des ingénieurs de Durantech découvraient les secrets de l'agriculture ancestrale. Chloé, sur le seuil, regardait Léo expliquer les principes de la rotation des cultures à des développeurs. Il avait un don naturel pour l'enseignement, créant des ponts entre le silicium et la terre. Elle sourit en se rappelant son hostilité première à l'idée d'avoir des « geeks » à la ferme. Incroyable, dit Manon en arrivant avec une tablette. Le programme d'agriculture durable a déjà reçu des demandes de 50 autres fermes de la région. Ils veulent tous faire partie du projet pilote. Chloé acquiesça, peu surprise. La nouvelle s'était vite répandue. L'image d'une milliardaire et d'un agriculteur travaillant main dans la main, alliant le meilleur de deux mondes, avait frappé les esprits. Léo avait raison pour les programmes éducatifs aussi, ajouta-t-elle en voyant arriver un groupe d'écoliers. La liste d'attente est de 3 mois. La ferme était devenue ce qu'ils avaient rêvé, un laboratoire vivant où tradition et innovation se fécondaient mutuellement. Les certifications bio qui avaient tant coûté à Léo étaient désormais gérées par des applications développées sur place. Des drones surveillaient les cultures, une IA optimisait l'irrigation en se basant sur des données ancestrales. Le paddock de Tempête était devenu un centre équestre où des cadres surmenés apprenaient à déconnecter, et des enfants du coin s'initiaient au codage. Chloé et Léo continuaient leur chevauchée matinale, des moments sacrés, à l'abri du tumulte. Le rapport trimestriel est tombé, lui dit Chloé quand il la rejoignit. Notre division agricole dépasse les objectifs de 30%. Apparemment, il y a une vraie demande pour une technologie qui respecte la tradition. Léo passa un bras autour d'elle, et ils contemplèrent la mosaïque de personnes qui collaboraient sur la ferme. Et dire que tu as failli signer cette fusion. La meilleure décision que je n'ai jamais prise, dit-elle en se blottissant contre lui. Mais je me demande encore si c'est ma présentation ou la tarte aux pommes de ta mère qui a convaincu le conseil. La tarte, sans hésiter, rit Léo. Il y a des choses que même la French Tech ne peut pas améliorer. La camionnette de Maurice Lefebvre arriva, chargée de légumes pour la nouvelle plateforme de vente en ligne de la ferme. Ce système, idée de Léo, permettait aux producteurs locaux de vendre directement aux consommateurs, court-circuitant les intermédiaires. « J'ai les tomates anciennes que tes chefs réclament !» cria Maurice à Chloé. Le restaurant de la ferme à l'assiette, installé dans le silo rénové,
connaissait un succès fou. En parlant de chef, dit Léo en regardant sa montre, Monique nous attend au bistrot. Elle a des idées pour le lieu du mariage. Chloé sourit, touchant la simple bague de fiançailles à son doigt. Ils avaient décidé de se marier sur la colline de Perpertuse, là où ils s'étaient embrassés pour la première fois. La liste des invités serait un curieux mélange de la French Tech et du monde agricole. Avant, je veux te montrer quelque chose, dit-elle en le menant à la cuisine du Mas. Sur la table, les plans d'un nouveau bâtiment, mêlant verre et bois. Le centre de technologie pour enfants. Le conseil a approuvé à l'unanimité. Léo examina les plans, ému. Papa aurait adoré. Il disait toujours que le but de l'agriculture, c'était de faire pousser plus que des plantes. C'était de faire pousser l'avenir. Il avait raison, dit Chloé en l'enlaçant. Et toi aussi. Le jour où tu as pris le risque d'ouvrir ta porte à une inconnue trempée par la pluie. Le meilleur risque de ma vie, répondit Léo en l'embrassant. Même si je ne sais toujours pas qui de nous deux a sauvé l'autre. Par la fenêtre, il voyait Tempête, entourée d'une douzaine d'autres chevaux. La jument s'était épanouie dans son rôle d'ambassadrice, accueillant les visiteurs avec la même curiosité bienveillante qu'elle avait eue pour Chloé. Le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs familières. Mais le paysage incluait désormais des panneaux solaires à côté du vieux moulin et des antennes paraboliques parmi les silos. Ce n'était plus seulement la ferme du bois. C'était une vision du futur, un futur qui honorait le passé. Et au cœur de cette vision, deux personnes qui avaient trouvé le moyen d'être pleinement elles-mêmes, ensemble, prouvant que les plus grandes innovations naissent souvent, non pas de la technologie ou de la tradition seule, mais du courage de jeter un pont entre les deux. L'hiver recouvrit la ferme du bois d'un manteau de neige, poudrant les panneaux solaires et les vieux chênes. Dans la cuisine du Mas, curieux mélange de high-tech et de rustique, Chloé préparait leur premier dîner de Noël de fiancés. La liste des invités avait explosé. Des cadres de la French Tech discutaient avec des agriculteurs, tandis que leurs enfants jouaient dans le nouveau centre d'activité. La fille de Manon montrait au fils d'un investisseur comment nourrir les poules, et Monique du bistrot débattait des systèmes de paiement numérique avec l'ancien DAF de Chloé. Léo, sur le seuil, contemplait ce rassemblement hétéroclite avec une joie sereine. La ferme était devenue plus qu'un pont, c'était un nouveau monde. De jeunes programmeurs demandaient à faire des stages agricoles, des étudiants en agronomie se mettaient au codage. La ferme du bois était un modèle pour de futurs centres d'innovation rurale. Prêt pour l'annonce ? Demanda Chloé en lui tendant un verre de cidre. Léo sourit. Annonçons l'expansion. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Le réseau d'innovation rurale du Bois-Durand allait créer 10 nouveaux centres dans le pays, en jumelant des fermes en difficulté avec des partenaires technologiques. Le but, financer et former, préserver la tradition et encourager l'innovation. C'est le rêve de mon père, expliqua Léo à l'Assemblée. Pas seulement sauver une ferme, mais assurer un avenir à l'agriculture. Chloé serra sa main et ajouta, et chaque centre sera dirigé par des gens qui comprennent les deux mondes, des agriculteurs ouverts à l'innovation, et des experts en technologie prêts à apprendre de la tradition. Le vieux Maurice Lefebvre essuya une larme. Dire que tout a commencé par un cheval emprunté sous un orage, Tempête, visible par la fenêtre avec son poulain, sembla approuver. Le petit, né la semaine précédente, était le symbole de ce que la ferme était devenue, un mélange d'héritage et d'espoir. Au nouveau départ. Dirent Léo et Chloé d'une seule voix, une voix porteuse d'un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer seul. Un an plus tard, la colline de Perpertuse était un tapis de fleurs sauvages. Chloé et Léo échangèrent leurs vœux sous le vieux chêne. Tempête, parée d'une guirlande de fleurs, se tenait à leur côté, son poulain gambadant dans la brise. La foule était le reflet de leur monde unifié, des éleveurs en bottes et des cadres en costume, tous témoins d'un amour qui avait transcendé les frontières. Manon, la demoiselle d'honneur, leur tendit les rênes pour leur première chevauchée de jeunes mariés. C'était une tradition ancestrale de la ferme du bois, mais aujourd'hui, la mariée portait une robe de créateur et des bottes de cow-boy empruntées, et les alliances avaient été apportées par un drone déguisé en colombe. « Prête, Madame du Bois-Durand » murmura Léo. Chloé sourit, se remémorant cette nuit pluvieuse où elle était arrivée, perdue. « Je suis prête depuis que tu as ouvert ta porte à une inconnue. »